Et évidemment de cette marche possible sur Matignon, qui ressemble un peu à la marche sur le Capitole. Je trouve d'ailleurs que ce qui me frappe, c'est que les insoumis font peur presque physiquement à leurs amis socialistes. Ils établissent un rapport quasiment physique. Tu sens que les gens du PS, ils ont peur parce que c'est pas du tout exactement la même culture, et ils ont raison peut-être. C'est possible d'ailleurs. Tu sens que quand tu vois M. Arnaud, par exemple, arriver, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. C'est physique. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il a peur aussi physiquement de ça. La marche sur Matignon, quand même. Hein. C'est dans l'histoire que les révolutionnaires commencent par flinguer les sociaux-démocrates. Hein. Bien sûr. Ils ne commencent pas par les adversaires de droite. Bien sûr. Les révolutionnaires de gauche, ils commencent par leurs adversaires. Et ils ont peur. Et vous verrez, alors on en parlera tout à l'heure, mais vous verrez que si y a quelqu'un de la gauche qui est nommé, des gens... Par exemple, comme Pannier-Runacher, Lescure diront oui, mais on peut peut-être négocier avec eux, essayer de trouver un petit arrangement, etc. Parce qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille. Maître Victoria Alvarez, vous êtes là, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris et de Buenos Aires. Pour les raisons que chacun imagine, vous nous direz ce qui va se passer pour ces deux Français et où ils seront jugés, comment ils seront jugés. Que quoi? Parce que là, vous êtes gentil dans votre commentaire en disant on est tombé plus fort que nous. Ça, c'est vrai. Nous n'existions pas dans ce championnat d'Europe. On n'a pas marqué un seul but. Il a fallu hier voir le premier but, enfin. C'était trop tard. On a eu un Mbappé qui était fantôme de lui-même, Griezmann également, une bonne défense, certes, mais pas d'attaque. On ne pouvait pas gagner avec ça. Et vous savez, ce championnat, il ne restera pas dans les annales, hein, on ne s'en souviendra pas. Et comme vous dites, il faut absolument que Deschamps reste, etc. Moi, je rêve de voir arriver Zidane, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Non, mais comme c'est d'autres points de vue. Comme c'est le dernier jour. C'est odieux. Georges, comme les vacances arrivent. Georges, comme c'est le dernier jour et que je vais être vacant, je ne vous répondrai pas. Voilà. Voilà, je vous répondrai pas. Parce qu'au fond, mais je pense que vous connaissez pas le foot. Mais donc, si vous prenez je pense, je peux pas vous dire autre chose. Disqualifié d'entrée. Oui, je pense que vous connaissez pas. Mais c'est pour ça que comme je vous aime beaucoup, je ne vous répondrai pas. Ce qui est intéressant chez Georges, c'est qu'il se réclame de la grande tradition française de l'homme providentiel. Il y a un homme qui va arriver, très vertical, et qui va tout changer. Mais ça ne marche pas comme ça, le foot. Parce que hier, nous avons existé quand même hier. C'était pas nul. C'était le meilleur match, sans doute, de l'équipe de France. Non, mais si vous trouvez que c'était pas bon, et si vous trouvez que France-Portugal n'est pas un grand match de football, je peux rien pour vous, en fait. Je peux rien pour vous. C'est que vous pensez que faut aller chez Pinder, voir des gens qui jonglent, des choses comme ça, et puis parce que c'est un grand match de foot. C'est comme France-Italie en 98. Mais bon, moi l'équipe de France qui s'est davantage illustrée dans des opinions politiques. Ça c'est autre chose. Non mais ça c'est autre chose. Mais est-ce que c'est autre chose? Est-ce que le problème d'Mbappé, c'est pas un peu ça aussi? À force de se mêler de tout, de l'essentiel, c'est-à-dire de ce qui se passe sur un terrain, de sa condition physique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un problème? Ensuite, permettez-moi un mot un peu sentimental. Je trouve que le dernier match de Giroud, cette sortie, moi j'ai trouvé ça extrêmement triste. Et j'ai pas compris pourquoi il était si peu employé pendant cet Euro. Franchement, il est quand même meilleur que Thuram, qui a été inexistant aussi. Il n'a pas joué hier. Il n'a pas joué hier, mais enfin, qui a joué d'autres matchs. La sortie d'un aussi grand joueur qui a autant apporté à l'équipe de France, j'ai trouvé ça d'une infinie tristesse. Et moi, je fais confiance à Didier Deschamps parce que dans le football, il y a des éléments que nous ne connaissons pas, la vie d'un groupe, et que quelqu'un comme Deschamps, qui connaît plus, quand je dis intimement, on est au-delà, qui connaît un vestiaire, les hommes, les jeux depuis 45 ans, qui fait ce job, je lui fais plus confiance qu'à Georges Fenech. Voilà. Simplement, il ne faut pas faire la saison de trop. Il a un parcours exceptionnel, Didier Deschamps. Oui, mais, là, c'est comme la démocratie. Non, mais là, vous perdez. Georges, pardonnez-moi, on est au balto, là, quand vous dites qu'il ne faut pas faire la saison de trop. C'est des mots qui veulent rien dire pour moi. Vous dites qu'il faut qu'il soit là jusqu'à la Coupe du Monde prochaine. Oui, ça, c'est oui. Bah oui, c'est bien. On peut avoir d'autres opinions. Mais vous en avez, bien sûr, mais il faut qu'elle soit étayée. Je l'étaye. Voilà. Et il faut la saison de trop, tout ça. J'ai donné un nom. Oui, mais Zidane a sûrement énormément de qualité. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, écoutons quand même Didier Deschamps et Mbappé. Moi, je sais ce que j'ai avec Deschamps. 4 demi-finales sur 6. Voilà, je sais ce que j'ai. Et il n'y a pas vraiment de raison. En fait, il n'y a pas vraiment de raison de le virer. Mais ça ne veut pas exceptionnel pour les enfants. La filière nantaise parle beaucoup en vous. Mais arrêtez, il joue pas comme c'est pas un représentant de la filière nantaise sur ce qu'on a vu là. Il y a un peu de Nantes dans votre argumentaire. Écoutons Didier Deschamps et Mbappé après le match hier. La marche était
un peu plus haute, même si on a eu le bonheur d'ouvrir le score. Bon, en 4 minutes, tout s'est renversé, bien évidemment. Évidemment, dans le jeu, cette équipe d'Espagne a beaucoup de maîtrise. Nous, on a été moins performance et dans l'orientation du jeu, on a manqué, je trouve, de verticalité. Donc, même si on a poussé jusqu'au bout, mais je ne reprocherai pas aux joueurs d'avoir donné tout ce qu'ils avaient. Évidemment qu'ils n'étaient pas tous à 100% pour cette compétition, pour différentes raisons. Non, on est tombé sur une bonne équipe. Ils ont bien joué. Nous, on n'a pas été bons. Et donc, ils ont fait un meilleur match que nous. Donc, eux vont en finale et nous, on est éliminés. C'est la réalité du football. Il y avait Bon, elle est difficile, elle est ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe. J'avais l'ambition d'être champion d'Europe. On ne l'est pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose. Je pense que voilà, l'année elle a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien et essayer de revenir très fort. Et voilà Deschamps qui est très, il faut lire entre les lignes, quand il dit tout le monde n'était pas à 100%, il a tout dit. Le problème c'est pas Deschamps, et non seulement c'est pas Deschamps, mais c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il s'est adapté à des joueurs qui n'étaient pas en forme pour arriver jusqu'en demi-finale. Et si on n'avait pas eu Deschamps, je suis même pas sûr qu'avec l'état de forme des uns et des autres, on aurait été en demi-finale. Mais après, il y a discussion. Vous avez remarqué qu'on n'a pas dit un mot sur ce gamin espagnol de 16 ans, là. 16 ans, bah oui. Bon. Il marque un but venu d'ailleurs et dans le jeu qui est très fort. Emmanuel Macron a tweeté, ils nous ont amenés en demi-finale de cet Euro et nous ont fait vibrer jusqu'à la dernière seconde. Merci les Bleus, bravo à nos amis espagnols. Deschamps, Premier ministre. Quelques supporters, écoutons quelques supporters. On était moins forts et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas joué à notre niveau, malgré le potentiel qu'on a dans cette équipe. On n'a pas joué à notre niveau et on va pas se mentir, ils sont meilleurs que nous. On n'a pas beaucoup marqué pendant cet Euro, hein. On a marqué avec un but, donc il était là ce soir, mais ça n'a pas suffi. L'Espagne a montré un bon niveau de jeu. Malheureusement, ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Avec un Mbappé un peu plus en forme, on aurait pu espérer un peu mieux. Mbappé, écoute, il a 2 occasions. Bon, allez, une, il en rate une, il est pas bien. Bon, c'est pas grave, c'est un match de, tu vois, le match c'est un match d'équipe. On rate le match d'équipe, on rate les occasions. C'est pas grave. En général, sur le match, je pense qu'il y avait quelque chose à faire, on n'a pas pu marquer. Et j'ai aussi un petit truc à dire aussi, c'est que Bradley Barcola est le meilleur joueur du monde et Mbappé est complètement nul. Bon ben voilà, Mbappé, c'est pas qu'il est complètement nul d'ailleurs, c'est qu'il est pas bon et ça c'est pas des, voilà, c'est la vie du foot. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette élimination de l'équipe de France et en espérant la revoir très vite sur les terrains. Le 15 de France cette fois-ci et maître Victoria Alvarez est avec nous parce que ce qui se passe est quand même absolument sidérant, même si les informations, faut les prendre forcément au conditionnel parce que comme on dit dans ces cas-là, si les faits sont avérés. Le 15 de France est dans la tourmente. Une femme a porté plainte contre 2 joueurs du 15 de France qui ont été arrêtés ce lundi 8 juillet à Buenos Aires. Les 2 Français, Oscar Jégu et Hugo Radou, sont accusés d'avoir commis une agression sexuelle au diplomatique hôtel de Mendoza, où résidait l'équipe dans la nuit de samedi à dimanche. L'arrestation a été vécue comme un traumatisme, selon le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, qu'on écoutera dans une seconde. Et je vous ai demandé, maître Victoria Alvarez, de venir parce que vous êtes avocate au barreau de Paris et de Buenos Aires. Vous êtes argentine, peut-être ? Complètement. Bon. Où sont ces 2 jeunes gens aujourd'hui et dans quelles conditions sont-ils retenus et qu'est-ce qui va se passer ? Ils sont aujourd'hui, pendant qu'on se parle, ils sont détenus au centre d'Interpol à Buenos Aires, le temps de faire l'objet d'examens médicaux avant de les remettre aux autorités de Mendoza. Vous savez que l'Argentine, c'est un vaste territoire, c'est un État organisé de manière fédérale et donc les autorités de Mendoza ont demandé aux autorités de Buenos Aires d'arrêter ces présumés auteurs et donc ils sont aujourd'hui, ils attendent dans la prison d'Interpol à Palermo, dans le centre de Buenos Aires. Il y a des vidéos que vous pouvez consulter, qui font 20 secondes et où on voit vraiment, et les visages sont grisés, mais on peut voir ces 2 joueurs
Voilà. Alors je le dis à Marine Lançon parce que je ne les ai pas vues, ces images, donc si on peut les voir en même temps que vous parlez, ça nous intéresse. Mais alors, donc ils sont là, ils vont être... Alors il y a une procédure sans doute de mise en examen, comment ça se passe? Exactement. Là, donc, l'ordre de Mendoza à Buenos Aires est arrivé sur la base de la plainte qui a été déposée dimanche après-midi par la victime, qui a fait l'objet déjà, elle, des examens médicaux. Donc, donc à la suite de ces examens-là, eux-mêmes feront l'objet d'expertise médicale. Si ces expertises coïncident, en gros, c'est des preuves d'ADN qu'on recueille sur le corps. Si ces expertises correspondent au récit de la victime, alors, à ce moment-là, on va demander à ce qu'ils soient mis en examen. Donc, ils vont être remis aux autorités de Mendoza, donc détenus à Mendoza. Et pendant un délai maximal, c'est la détention provisoire là-bas de 3 ans. Donc, 2 ans plus 1 année. Donc, je ne dis pas qu'ils vont aller jusqu'à 3 ans, mais la loi met un point final. Mais ils ne seront pas, par exemple, relâchés. Alors en France, on parle de sous contrôle judiciaire. Vous pensez qu'ils vont être emprisonnés? Il n'y a pas un système de caution comme il peut exister aux États-Unis? Est-ce que la justice argentine, sur ces questions-là, a une sorte de jurisprudence que vous pouvez détailler? Alors, effectivement, ça existe et c'est conceptuellement possible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les faits qui sont reprochés aujourd'hui sont d'une gravité significative. Donc, on parle de faits qui coïncident à ce qu'en France serait un viol aggravé par le fait que ce soit un groupe. Donc, c'est là-bas abus sexuel avec accès charnel en groupe. Et la peine qui peut être écopée potentiellement est de 8 à 20 ans. Donc, le fait qu'ils soient étrangers et qu'ils aient été à peine de passage en Argentine, aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on se parle, est un argument pour ne pas les laisser partir. Maintenant, il faut que tout ça se mette en place, donc c'est potentiellement possible, mais c'est sûr qu'ils vont rester en Argentine. On va écouter Galtier, le président de la Fédération française de rugby. Est-ce qu'en Argentine, c'est quelque chose qui est une information très importante, qui est relayée par les médias et qui est commentée par la population? Complètement. Donc la population est très sensible à ça depuis plusieurs années, je veux dire, au fait des prises en charge des faits des violences sexuelles. En même temps, selon ce qui transparaît dans la presse, ces joueurs, on a désigné un avocat pénaliste de première ligne qui va s'occuper de ses intérêts avec beaucoup Je vous propose d'écouter Fabien Galtier, qui est le sélectionneur du 15 de France. Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme, forme de sidération. Quand on a appris les nouvelles et lorsque la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires, donc ça a été vraiment une journée très difficile, très très dure. Je parlerai de sidération pour le groupe. Moi, j'ai été étonné que l'équipe de France continue ses matchs. Mais bon, je pense qu'on aurait pu imaginer que le ministère des Sports ou la fédération disent, bon, on rentre. Est-ce qu'on va jouer un match? Vous avez quand même 2 joueurs, même si, bien sûr, il faut prendre... la présomption d'innocence existe, mais j'ai été étonné de ça. Écoutons le président de la fédération et après, je vous donne la parole, Georges. Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. Et la première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme. De dire aussi que c'est à l'inverse. Encore une fois, si c'était avéré de tout ce que le rugby fait, construit et de ce que font aussi les 2000 clubs amateurs qui font vivre le rugby au quotidien. On a contact avec les autorités, on essaye d'accompagner tout le monde, mais on a prévenu les autorités françaises aussi, parce que bien évidemment c'est une affaire qui est potentiellement très importante, d'autant qu'il y a déjà l'affaire Melvin Jaminet avant ça. Bon, voilà. Donc on est en contact avec toutes les autorités, bien sûr. Quel état d'esprit est le staff des Bleus à cet instant?
il est comme nous tous, totalement abattu et dans l'attente de savoir ce qu'il en est une fois que l'enquête révélera ce qui s'est réellement passé. Bon, l'affaire Jaminet, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un joueur de l'équipe de France qui, lui, a eu des propos racistes envers les Arabes. Oui, exactement. Envers une communauté après le vote de dimanche soir. Vous parliez des images et Marine Lançon me donne la précision. On ne peut pas les diffuser, ces images. Les agences nous interdisent, parce qu'elle m'a envoyé d'ailleurs, Marine, en même temps que vous parliez, une photo avec une barrée par les agences, parce qu'ils sont entravés. Et on n'a pas le droit de montrer effectivement des photos d'une personne entravée puisqu'ils sont menottés. Écoutez, je vous remercie. Georges Fenech, voulez vous poser une question ? Parce que vous avez dit que les preuves ADN vont permettre de conforter ou non les déclarations de la victime. Mais il me semble, sous votre contrôle, que les 2 joueurs en question ont reconnu avoir eu des rapports sexuels avec cette femme. Simplement, ils contestent, c'est classique, hein, ils disent qu'elle était consentante. Donc même si vous retrouvez des traces ADN des 2 joueurs sur des vêtements de la victime, par exemple, ça ne lève pas l'hypothèse qu'effectivement, elle aurait pu être consentante, vous voyez ? Donc ça ne suffira pas. Alors, c'est plus compliqué que ça. Décidément. Il est vrai que ce type de tests et expertise médicale sont le nerf de la guerre pour gérer ce type de procès. Alors, ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, parce que l'avocat des 2 joueurs l'a dit, c'est qu'ils vont plaider innocents. Donc, effectivement, ça va se jouer sur le consentement, oui, non. Mais les tests aussi, il y a d'autres faits qui peut-être n'ont pas transparu en France. On parle d'une femme qui a été battue violemment. Voilà. Donc, il y a... Et ça, on ne le sait pas. Donc, est-ce qu'il y a des hématomes, d'autres... La jeune femme a dit qu'elle a été battue. C'est l'avocat qu'elle a été violentée. Qui avait... Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. D'abord, je vous remercie parce que ce matin, on ne vous connaissait pas, je ne vous connaissais pas, et on vous a réveillé des potrons minets pour que vous veniez nous voir. Et je remercie Magdalena Dervitch. C'est l'occasion de saluer tout le service programmation et d'expliquer aux gens comment ça se passe le matin lorsque nous arrivons à 7h moins le quart avec Marine Lançon et que... Nous disons, ça serait bien d'avoir, effectivement, ça serait bien d'avoir un éclairage d'un avocat, d'une avocate argentine qui nous explique un peu le droit argentin. Et il faut monter cela et il faut vous joindre très rapidement. Et Magdalena Dervitch, comme tout le service de programmation, s'y employer. Merci beaucoup, madame. Vraiment merci et bonne journée. Je ne doute pas que vous soyez appelés ces prochaines heures, je pense. Nous allons revenir évidemment sur l'actualité. L'actualité, elle est politique. Alors, ce tweet de M. Quatennens, la marche sur Matignon, je vous assure, l'intimidation physique de la France insoumise, c'est absolument sidérant. Et là encore, l'indulgence dont elle bénéficie dans l'espace médiatique. Vous avez Monsieur Quatennens, bon, alors c'est vrai que lui, il est habitué à l'intimidation physique, parfois même jusqu'à la violence, si j'ai bien compris, notamment avec son ex-épouse. Et là, très gentiment, il nous explique Macron veut nous voler la victoire et manœuvre pour faire barrage à l'application. Le seul souverain que la République connaisse, le peuple doit le faire céder. Pourquoi pas une grande marche populaire en direction de Matignon. Cet homme, finalement, c'est un violent. C'est un violent avec sa femme, et puis c'est un violent dans la rue. C'est-à-dire que c'est assez bien la France insoumise de ce point de vue-là. Oui, et comme quand ils n'ont plus d'arguments, ils en viennent à se dire qu'il va falloir la rue pour céder. En plus, il dit le président nous vole la victoire. On rappelle que ni la France insoumise, ni le nouveau Front populaire n'ont de majorité absolue. Donc le président de la République, il ne vole rien du tout. Il fait ce qu'il veut maintenant avec les institutions. Et puis c'est cette volonté de dire, comme on n'arrive pas à argumenter sur le fond, on n'arrive pas à gagner, on va appeler la rue. Une fois de plus, on va jeter de l'huile sur le feu. On va essayer de faire en sorte que dans la rue, ça soit le bazar. Ils nous ont habitués à ça. C'est-à-dire qu'ils continuent. C'est leur ligne, il y a une certaine cohérence. Et je regardais hier, physiquement, je voyais le PS intimidé physiquement. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est le coup de poing. C'est un discours général. Monsieur Mélenchon dit on va publier loi par loi les votes avec les noms des députés qui se sont opposés à telle loi, qui auront voté en faveur de telle loi. Il y a une sorte de processus révolutionnaire. Ce sont des gens qui fantasment sur la Révolution française, mais malheureusement plus du côté 1793 de 1789. Donc vous avez utilisé le mot qui convient. C'est très cohérent, mais ça n'en est pas moins effrayant. Bon, on rappelle que personne n'a gagné.
ces élections législatives, c'est important de le dire, que le Front populaire n'a pas gagné et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi le président va prendre sans doute un peu de temps avant de nommer un Premier ministre. Nous allons marquer une première pause. Et est-ce que nous sommes avec Europe 1, nos amis d'Europe 1 qui sont... Et Dimitri Pavlenko, je le salue. Dimitri, je ne sais pas s'il est déjà à l'antenne. Mais je suis là. Dimitri, écoutez, vous allez être à l'antenne jusqu'à 11h. Et je vous remercie grandement d'assurer cette antenne. Et je vous félicite également pour les résultats d'Europe 1. Oui, parce que alors là, c'est l'explosion. C'est la radio qui augmente le plus. La plus forte augmentation de toutes les radios. Plus 400 000 auditeurs en l'espace d'un an. Pascal, c'est incroyable. Et vous y contribuez aussi très largement. Mais vous en êtes un autre, cher maître. Et nous allons marquer une pause. Merci de civilité. On marque une pause. Et nous parlons de l'actualité politique, et nous parlerons également de notre ami Didier Barbelivien qui sera à la Baule, je le dis, samedi soir au Parc des Dryades. Je fais de la pub, j'ai décidé parce que j'aime bien Didier, et puis il vient d'habitude pour la dernière émission de l'année et il sera en concert samedi soir.